On va commencer, donc je vous remercie d'être nombreux ce soir. D'abord quelques nouvelles concernant l'association. Il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas encore eu les mémoires de 2018. Si vous ne les avez pas encore eues, n'hésitez pas à me les demander, j'en ai quelques exemplaires. Pour réduire la facture des frais d'expédition, on essaye de les distribuer, on essaye d'en distribuer le plus possible. Mais bon, ceux à qui j'ai pas pu les distribuer, je vais leur envoyer dans les prochaines semaines. Et notre prochaine réunion, ce sera donc le vendredi 8 mars, donc une conférence sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Bernard Guénaud. Alors, M. Guénaud a enseigné pendant longtemps l'histoire moderne à l'université de Paris 1. C'est un spécialiste de la Révolution française et il a aussi tout particulièrement travaillé sur les guerres coloniales au XVIIIe siècle. Et alors, il a fait plusieurs ouvrages. Alors, un de ces ouvrages, c'est un classique qu'utilisent les étudiants, c'est une histoire de l'Empire français, l'Empire colonial français de Richelieu jusqu'à Napoléon, qui est sorti en 2015 chez Armand Collin, dans la collection U. Et puis, il a fait aussi un livre dont il a apporté un exemplaire sur les officiers de couleur dans les armées de la République et de l'Empire. Ça, c'était sorti chez Cartala et c'était en 2007. 2007. Voilà, en 2007. Et donc, bien sûr, au cours de ses recherches, il a eu l'occasion de rencontrer le général Dumas. Alors, vous êtes peut-être étonné du choix du général Dumas pour une conférence à la Société historique de Laon. Mais bon, le général Dumas, c'est le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires. Et vous savez peut-être qu'il a vécu toute la fin de sa vie à Villers-Cotterêts. Il est mort à Villers-Cotterêts en 1806 et il est enterré aujourd'hui à Villers-Cotterêts. Alors, si j'ai demandé à M. Guénaud de venir nous parler du général Dumas, c'est aussi, vous savez peut-être, moi je suis originaire de Villers-Cotterêts, j'ai grandi à Villers-Cotterêts et tous mes ancêtres du côté de mon père sont enterrés à côté du général Dumas, dans le vieux cimetière de Villers-Cotterêts, en haut de l'Arbre du Bleu. Et la maison où il est mort, l'hôtel de l'Épée, c'est une maison qui appartient aujourd'hui à mon cousin Germain, Marc Thierry. Alors vous voyez, donc alors on fait là, je me suis fait plaisir, il y a le général Dumas ce mois-ci, et puis le mois prochain ce sera sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, donc Charles Bott viendra nous en parler, prépare une thèse sur l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Puis vous savez qu'autour de Villers-Cotterêts, il y a un grand projet en ce moment, donc le président Emmanuel Macron a décidé de faire du château un grand centre de la francophonie. Et il est envisagé aussi de déplacer le musée Alexandre Dumas, qui se trouve aujourd'hui dans 3 pièces d'un bâtiment du centre-ville, de le déplacer dans le château, et de donner à la figure du général Dumas plus de buste. Voilà. Alors je remercie monsieur Guénaud d'avoir accepté de venir nous parler du général Dumas. On l'écoute avec plaisir. Bien, merci à vous de vous être déplacé aussi, et merci à Eric Thierry donc, pour son invitation. Bon, j'ai parlé de moi aussi un peu au départ. Quand j'ai écrit le livre, quand j'ai écrit mon livre sur les officiers de couleur, sur les traces d'Alexandre du général Dumas, du père d'Alexandre Dumas, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de traces dans les archives. Il y a son dossier aux archives militaires, où c'est finalement là qu'on trouve le plus de choses. Et puis les mémoires du romancier, les mémoires d'Alexandre Dumas, où finalement, mais il faut prendre ça avec précaution. Mais c'est peut-être là qu'on trouve le plus d'éléments fiables pour avoir des traces de son père. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce que j'ai trouvé sur le général m'avait vraiment intéressé pour des tas de raisons. Mais, qu'est-ce qu'il fallait faire de cette
de cet ensemble. Une biographie, alors la plupart du temps, les biographies, en fait, comme il n'y a pas énormément de choses, elles vont broder. Alors, on brode de deux façons. Soit on replace les quelques éléments qu'on a dans un grand ensemble. Alors là, un grand ensemble. C'est-à-dire, on raconte toute l'histoire de... Voilà. Et donc, c'est le contexte. Mais alors, le contexte qui, quelquefois, peut être assez éloigné, en fait, de ce qu'avait été la carrière pas à pas du général. Ou bien alors, le pire, c'est quand on le fait parler. Comme il y a des trous, on va broder, mais alors broder en faisant de la mauvaise psychologie. Alors, on va le faire supposer, dire plein de choses qui vont s'ajouter donc à ce qu'on possède. Alors, il y a deux biographies. Alors, donc, je me suis résolu, comme j'avais pas mal de matière aussi à ce moment-là sur les autres unités de couleur, je m'étais résolu à l'époque à abandonner toute idée de biographie, qui est quand même un exercice très difficile, hein, les biographies, à cause des deux écueils que je viens de vous signaler. Et comme je me refuse absolument à faire parler les morts, hein, donc j'avais renoncé à cette hypothèse, et donc j'avais fait ce livre en 2007. Alors depuis, il y a deux biographies de Dumas, du général, qui sont parues. Il y a celle de Claude Ribes, en 2009, qui s'appelle Le Diable Noir. Alors il y a plein de choses à dire là-dedans. Le plus gros reproche, c'est qu'il ne me cite pas. Il connaissait parfaitement ce que j'avais fait, mais il n'y a pas un mot. Et donc, l'autre, c'est celle d'un Américain, 2011, je crois, de Tom Hayes, qui est une bonne biographie, qui me cite beaucoup, hein, qui a beaucoup utilisé effectivement les travaux en long en large. Mais alors, le reproche, lui, c'est que véritablement pour meubler, alors c'est un volume très épais, j'ai pas apporté toutes les biographies, un volume épais, très important, mais alors il y a encore une fois de plus les mêmes éléments, et c'est noyé dans le contexte, et il raconte toute la Révolution, mais bon, sans apporter d'éléments extrêmement originaux. Par exemple, Dumas, à un moment, est mêlé à la fusillade du Champ de Mars de juillet 1791. Alors on a tous les événements autour de la fusillade du Champ de Mars, la fuite du roi, le retour de Varennes, etc., jusqu'à la prise des Tuileries. Mais Dumas, en dehors de ce petit épisode, là, n'apparaît pas plus particulièrement. Mais par contre, on a là des pages et des pages où on résume, on compile en quelque sorte les éléments qu'on trouve. Alors, en dehors de ça, il y avait auparavant un peintre haïtien, d'origine haïtienne qui est établi au Canada, de Roberto Wilson, de 1977. On retrouve à peu près les mêmes choses, hein, si vous voulez, là-dedans. Mais je l'ai apporté quand même parce que c'est la première qui m'avait fortement sensibilisé au personnage. Il y avait une sorte de ton, d'écriture dans cet ouvrage-là, qui avait fait que c'est comme ça que je m'étais un peu intéressé quand même au départ au personnage. Alors, donc, je vais vous retracer la carrière du général avec les quelques éléments qu'on a, en essayant de ne pas trop décoller précisément de ces faits. Alors, en 1762, donc le général Thomas Alexandre est né à Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, dans une famille qui était établie dans le sud. Là, vous voyez, il y a la ville de Jérémie, et elle était établie à côté de la ville de Jérémie, sur une plantation dont je parlerai après. Mais en fait,
le père, Alexandre Antoine, il s'était sauvé, et il n'est pas sous le nom de Dumas. Il n'est pas non plus sous le nom de famille qui était David La Pailletterie. Il s'était sauvé de chez son frère, qui était lui installé dans le Nord. C'était une grande famille normande. Son frère, c'était seigneur de Bielleville, de Renneville, de Marat et de Beausoleil. Alors, comme beaucoup de familles aristocrates de l'époque, en fait, ils étaient partis à Saint-Domingue pour se refaire une fortune, hein, pour refaire les affaires de famille. Et ils avaient installé une habitation dans la région du Nord, là, ici. Il y a une paroisse qui s'appelle Le Trou, un peu au sud du Cap Français. Et c'était une sucrerie, il y avait beaucoup d'esclaves, en fait, c'était une grosse habitation. Les deux frères, c'était Alexandre Antoine était l'aîné, mais s'était mal entendu avec son cadet, donc il y avait une bagarre, assez violente, paraît-il. Et il avait laissé le frère pour mort, donc pour échapper à la justice, il s'était sauvé. Et il s'était refait une santé donc à Jérémie. Voilà ce que je vous montrais tout à l'heure, voilà ici. Et sous un autre nom, Antoine de Lille, qui est un nom un peu plus courant. Et il avait fait beaucoup moins important, il avait fait dans le cacao. C'était une petite habitation, comme on disait. Alors ça, c'est une représentation idéalisée, hein, qui a été faite, c'est un timbre de la République d'Haïti. Alors qui reproduit effectivement un lieu, mais l'habitation d'Antoine de Lille dans la région de Jérémie n'existe plus. Hein. Donc c'est à partir de ce qu'on suppose être à l'époque effectivement une cacaoyère qu'on a reproduit un petit peu cette habitation modeste. Alors c'était assez modeste, il y avait une vingtaine d'esclaves, une sucrerie ça en a plus de 300. Et parmi les esclaves, c'était quand même un statut assez privilégié, en particulier pour les esclaves domestiques. Et alors, les planteurs, du fait du déséquilibre entre les hommes et les femmes, donc le sexe ratio, comme on dit, il y avait obligatoirement un concubinage entre les femmes noires et les planteurs blancs. Alors la plupart avaient 2-3 maîtresses noires qui avaient un statut privilégié à l'intérieur de la maison, et c'était le cas d'Antoine de Lille avec une de ses domestiques qui s'appelait Cécette, qui l'avait donc établie un petit peu comme la maîtresse de maison. Maîtresse de maison, la maison, j'ai dit l'habitation parce que c'est l'exploitation agricole. En fait, la maison, c'est le mât. Donc, elle était connue comme la Marie. La Marie, ça veut dire la maîtresse du mât, la maîtresse de maison. Donc, c'est cette du mât, puisque les esclaves, comme elle était esclave, n'avaient pas droit à un nom de famille. Alors, en 1762, donc, sur cette habitation va naître Thomas Alexandre, le futur général. 25 mars 1762, mais en fait, le couple a eu d'autres enfants. Il a eu toujours d'Antoine de Lille. Il a eu 2 filles, donc le général avait en fait 2 sœurs et un frère, dont on aura l'occasion de reparler, qui eux ne sont jamais partis de Saint-Domingue. Et donc qui sont restés esclaves. Parce que quand l'enfant naissait de la mère, le statut d'esclave était transmis obligatoirement aux enfants. Hein, par le biais de la mère, c'était une disposition qui était en fait une disposition du droit coutumier de l'esclavage en dérogation complète avec le Code noir
qui disait que quand le maître épousait son esclave, les enfants naissaient libres. Alors là, ça n'avait pas été le cas, il y a toujours eu concubinage, il n'y a pas eu de mariage comme ça pouvait se faire à d'autres occasions. Alors le lieu était un lieu assez idyllique, qui s'appelle la Guinaudée. La Guinaudée, ça veut dire une petite... en créole, ça veut dire une petite maison, pas sur la colline, mais une petite maison à côté d'un ruisseau. Voilà. Donc le jeune Thomas Alexandre va avoir une vie assez libre. Il ne va pas du tout travailler, hein, il va participer, il va surtout beaucoup s'amuser dans la nature avec des enfants du voisinage, donc quelque chose qui ne s'apparente pas du tout évidemment à la condition servile. Hein. Alors quand il a 13 ans, Antoine de Lille, qui a vraiment des grosses difficultés financières à ce moment-là, il va essayer de récupérer sa propriété en France. Mais alors il est obligé de se dévoiler comme étant son droit d'aînesse, hein, qui va faire valoir en Normandie. Donc il dit je vais retourner. Alors 1775, il retourne en France, d'abord tout seul, et avant de partir, il va vendre donc ses enfants, y compris le petit Thomas Alexandre. Mais comme ça se faisait à l'époque, il va le vendre en ayant, comme c'était son favori, en ayant l'idée de le récupérer par la suite. C'était une vente qui était dite arrémérée. C'est-à-dire, on le vend pour une période déterminée, puis on récupère après, on le rachète. Donc c'est ce qui va se passer. Donc 1775, il revient en Normandie. Alors entre-temps, eh bien, c'était sa nièce, la comtesse de Maulde, qui avait fait un beau mariage, qui est installée dans le château de Bielleville. Donc qui est toute surprise de voir arriver cet oncle d'Amérique. Hein. En plus sans le sou. Mais qui faisait valoir son droit d'aînesse pour récupérer le château et les biens. Donc ça ne s'est pas très bien passé. Mais finalement, Alexandre Antoine a eu gain de cause. Et très vite, l'année suivante, 1776, il fait venir donc Thomas Alexandre, en laissant sur place ses 7 et les 3 enfants qui ont le statut servile, mais vraisemblablement qui vont pas trop mal s'en tirer, parce qu'ils vont... Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont reprendre la Guinaudée, et dans les années qui suivent, ils vont la faire fructifier. Ce qui fait que c'est de nouveau une propriété qui va avoir une certaine valeur au moment de la Révolution, puisqu'elle a été après séquestrée. Enfin, on a quelques éléments là-dessus. Alors donc voilà Alexandre Antoine revenu en Normandie. Le petit Thomas Alexandre est avec lui. Là-dessus, il donc vend le château de Normandie pour se refaire en quelque sorte des biens, et ils vont s'installer tous les deux à Saint-Germain. En fait, tous les 3, parce qu'il a avec lui donc celle qui va devenir sa femme, Marie Retout, qui était auparavant une maîtresse, et qu'il va épouser par la suite un peu plus tard, mais tous les 3 s'installent à Saint-Germain. Alors, le marquis de la Pailletterie, maintenant, parce qu'il a retrouvé son titre, hein, le marquis de la Pailletterie va donner la meilleure éducation possible à son fils. Il va notamment lui donner un précepteur dans un premier temps, et puis il va l'envoyer en pension à Paris, chez Nicolas de la Boissière, qui est un escrimeur très célèbre, qui avait, pour les fils d'aristocrates, établi une sorte d'internat, une pension. Le matin, il y avait des cours normaux, et puis l'après-midi, il faisait de l'escrime, il faisait du sport. Il faisait de l'escrime, du cheval, et le petit Thomas, c'est ce qu'il va préférer, hein, honnêtement. Donc il va
rencontrer, dans cette pension de Nicolas de la Boissière, il va rencontrer un escrimeur mulâtre comme lui, qui s'appelle Saint-Georges, et qui était quelqu'un très connu à l'époque. J'ai apporté, voilà, Chevalier de Saint-Georges, qui était un personnage très mondain, hein, très très mondain, très introduit dans la bonne société, un ami de Lafayette, de Lauzun, et c'est lui qui va être le maître d'escrime de Dumas. On aura l'occasion de le retrouver un peu après. Alors, les années passent, donc 1700. Alors Dumas est bien introduit dans ce milieu. Hein, c'est, vous voyez, quelqu'un qui participe à la vie mondaine. Alors en 1786, il y a un désaccord très net avec son père à cause du remariage, avec donc cette jeune femme qui avait 40 ans de moins que son père. Et il va prendre ça très très mal. Et à ce moment-là, 1786, c'est l'année où il s'engage comme simple soldat dans le régiment de la Reine. Le régiment des Dragons de la Reine. Alors qui était un régiment d'élite. Hein. Quand on est à Versailles, à ce moment-là, et il va s'engager sous le nom, non pas comme il signait jusque-là, il signe Dumas d'Avy. Donc la mère, Dumas, et le père, David de la Pailletterie. Là, il va abandonner le nom du père et il ne va plus retenir que Dumas. Et il va s'engager sous le nom de Thomas Alexandre Dumas. Alors pourquoi ? Alors là, voilà, c'est comme ça qu'on commence à faire des tas de suppositions. En fait, j'en sais rien. Pourquoi il va s'engager comme ça? Est-ce que c'est parce que le fait de son statut un peu incertain, est-ce qu'il est esclave, est-ce qu'il n'est pas esclave? Il est en France, donc il n'est pas esclave. Mais est-ce qu'il a le droit de prendre le nom de son père? Il est homme de couleur, il y avait une police des Noirs à l'époque qui faisait que les Noirs ne pouvaient pas prendre le nom du père. Ils étaient obligés de prendre le nom de la mère. Est-ce que ça qu'il a déterminé? Sachant que de toute façon, le nom de la mère n'était pas un véritable nom, puisque les esclaves n'ont pas de nom, et que le nom de Dumas, c'était qu'un surnom en quelque sorte. Ou bien est-ce que c'est un gros coup de colère, une grosse crise avec le père, et qu'il a dit que je ne reconnais plus ce père-là, et je prends le nom de ma mère? Alors il ne faut pas échafauder des choses en disant, comme sa mère était une esclave, il a voulu réhabiliter, vous voyez. À partir de ce moment-là, on commence de sortir dans des tas de recompositions qui n'ont pas lieu d'être, puisqu'on n'en sait rien. Voilà. Alors il s'engage comme simple soldat. Là par contre, c'est une opposition de père, parce que son père voulait qu'il soit officier. Il disait qu'il y avait une éducation qui le mettait en prétention d'être officier. Non, lui, il a voulu commencer à partir de rien. Partir du bas comme simple soldat, donc 1786. Alors il mène une vie à l'époque de garnison, on dirait. Ils sont en garnison, d'ailleurs on en parlait, le régiment de la Reine est en garnison à ce moment-là à Laon. Hein. Donc 1786 jusqu'à 1789, ils sont à Laon, installés là, puisque c'était le point d'attache. Alors en 1789, au moment où la Révolution va commencer, Alexandre Dumas, Thomas Alexandre donc, va être appelé à Villers-Cotterêts. On est au moment de la Grande Peur, donc il y a des troubles, et le régiment de la Reine est appelé pour maintenir l'ordre donc à Villers-Cotterêts. Alors là, il va loger à Villers-Cotterêts à l'auberge de l'Écu, chez Claude Labouret, qui est à la fois le maire de la ville, nouvellement élu, un patriote bien installé, et un franc-maçon. On sait, là, à ce moment-là, que Dumas est aussi un franc-maçon. Dans son régiment, la franc-maçonnerie militaire était extrêmement répandue,
et Dumas avait un grade de la franc-maçonnerie. Donc, tous ces éléments font qu'il va plutôt immédiatement être bien accueilli par Claude Labouret. Il va loger à l'auberge de l'Écu, qui est une grosse auberge à Villers-Cotterêts, qui existe toujours d'ailleurs, je crois, maintenant. Enfin, tout au moins le bâtiment, hein, pas l'auberge. Et le père Labouret a une fille qui va plaire beaucoup aux jeunes soldats, et les deux vont donc Marie-Louise Labouret, et les deux vont se fiancer quelques 6 mois après le passage de Thomas Alexandre à Villers-Cotterêts. Alors, là-dessus, Dumas est bien, installé dans le milieu révolutionnaire. Claude Labouret est chef de la garde nationale, comme je vous ai dit, c'est un patriote notoire, et on sait par ailleurs, bien que j'ai cherché pas mal d'éléments, je n'ai pas véritablement trouvé, mais on sait qu'il avait établi des relations avec les hommes de couleur de Paris, ce qu'on appelait les hommes de couleur de Paris, donc la communauté antillaise de Paris, qui était fortement engagée dans le sens de la Révolution, notamment par l'intermédiaire de Julien Raymond, qui est un des grands patriotes de couleur à l'époque à Paris. Et en 1792, quand la guerre éclate, alors je reviens en arrière, voilà. Donc voilà à peu près l'allure que devait avoir Dumas. Alors ça, c'est un portrait qui est un des rares portraits du général de l'époque. Les autres, j'en reparlerai. Il a été fait en 1802 d'après des préparations à l'encre qui remontent à 1792 à peu près. Vous voyez ? Donc le personnage était assez impressionnant, bel athlète, 1,85 m, donc une allure sportive, une plus belle prestance encore, en des temps la plupart des hommes faisaient une bonne tête de moins. Ça c'est d'après un témoignage de Piston, qui est un de ses camarades de régiment. Il a des cheveux et des sourcils noirs crépus, un visage ovale plein et brun, une petite bouche, des lèvres épaisses, une beauté exotique, qui donc a fait sensation dans les milieux parisiens, qui fréquente avec tous les talents que l'on pouvait attendre d'un gentilhomme. L'éducation, toujours pareil. Par ailleurs, son père dépense beaucoup d'argent, a dépensé beaucoup d'argent pour la garde-robe. Donc, à ce moment-là, il a pris le goût des beaux costumes. Donc, il y aura toujours quelque chose où il aura le goût de l'uniforme, du beau costume, de l'apparence. Alors, en 1792, au moment de la déclaration de guerre, en avril 1792, Julien Raymond, les hommes de couleur de Paris, va lever une unité militaire parmi justement les Antillais, pour venir au service de la Révolution. Et cette unité, son commandement est confié au chevalier de Saint-Georges. Alors, je n'ai pas non plus le témoignage par quelle sorte de relation les deux, mais on sait qu'ils se connaissaient. Toujours est-il que Saint-Georges va appeler Dumas comme lieutenant-colonel, donc pour en faire son second. Voilà. Donc, les deux hommes vont commander une légion composée d'Antillais établis à Paris, qui s'appelle la Légion des Américains. Les Américains désignant justement ces hommes de couleur. Alors, il trouve avec lui également ses camarades Piston, adjudant. Lui, il obtient le grade de brigadier. Ses camarades, donc Piston, Espagne qui est sergent, et de Beaumont qui est un simple soldat à ce moment-là, mais qui va faire également une belle carrière. Alors, le futur général, donc Thomas Alexandre, a quitté le régiment de la Reine à ce moment-là. Pourquoi ? Pour une raison de solde. C'est parce que si on restait dans l'armée de ligne, donc
À l'époque, ça ne s'appelait plus le régiment de la Reine, ça s'appelait 6e régiment de dragons. Mais si on restait dans l'armée de ligne, on gagnait moins à rang égal, à grade égal, que si on s'engageait dans les nouvelles unités, soit de volontaires nationaux, soit des unités de troupes légères, comme les légions à ce moment-là. Donc, ils vont à Lille, la Légion est formée à Lille, et là se produit un événement qui va compter beaucoup par la suite. À Lille, on est en mars 1793, et le général Dumouriez, qui vient d'être battu à Merwinden, le général Dumouriez va essayer d'entraîner l'armée française contre la Convention nationale, qui à ce moment-là est en instance de radicalisation. Donc sur le chemin de Paris, pour prendre le pouvoir, il y a la citadelle de Lille qui est tout à fait importante. Et à la citadelle de Lille, il y a Saint-Georges et Dumas, avec leur unité. Donc Dumouriez va envoyer un de ses adjoints, Miazewski, pour essayer de ramener la citadelle de Lille dans, en quelque sorte, la rébellion. Et Dumas et Saint-Georges font arrêter l'envoyé de Dumouriez et donc vont rester fidèles, en quelque sorte, à la Convention, à la République à ce moment-là, ce qui va être tout à fait déterminant, bien sûr, pour la suite de leur carrière. Surtout Dumas, d'ailleurs, parce que Saint-Georges va tomber peu après en disgrâce à cause du luxe qu'il affichait, et en particulier, il rachetait des chevaux au nom du régiment, de l'unité, qui revendait après pour son compte. Ce qui est un indice de dilapidation. Alors, ce type de trafic avait été dénoncé, et vraisemblablement d'ailleurs, la lettre de dénonciation l'a pas, mais vraisemblablement c'est Dumas qui avait dénoncé Saint-Georges, et il va prendre le commandement de la Légion à ce moment-là, et donc Saint-Georges est de retour à Paris et est destitué. Il ne sera jamais en fait inquiété autrement, mais c'est Dumas qui va donc monter en grade. Il devient lieutenant-colonel, puis après il est fait général de brigade, et enfin, le 30 juillet 1793, et enfin il est fait général de division le 27 août 1793. Alors on va lui confier la première véritable armée à ce moment-là, le premier commandement véritable, qui est le commandement de l'armée des Pyrénées occidentales. Alors voilà, un général originaire des îles, originaire des colonies, à qui on confie donc la guerre de montagne, qui est une guerre un peu particulière. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails militaires, mais ça aussi c'est intéressant, parce que finalement Dumas va exceller dans la guerre de montagne, et on ne sait pas trop par quel biais, en quelque sorte, il a pu révéler des talents dans un type de guerre qui est quand même une guerre particulière. Alors l'armée des Pyrénées occidentales, ça se passe pas très bien. Il se met en désaccord avec les envoyés, les représentants en mission locaux, les représentants donc, du pouvoir civil, qui avaient voulu en quelque sorte faire de l'armée des Pyrénées un peu leur chose. Et donc il va y avoir des désaccords, et Dumas se retrouve à l'armée des Alpes. Alors les premiers véritables exploits qu'il a eus, c'est à l'armée des Alpes, où là il va mettre en place des talents particuliers, que je vous disais, donc des unités de guides à cheval, et surtout des unités de guides à pied, qui sont les ancêtres des chasseurs alpins. Donc là aussi, c'était une centaine d'hommes. Alors je lis les textes de l'époque, pris parmi les citoyens les plus exercés aux marches pénibles des montagnes,
et des naturels du pays qui connaissent parfaitement le terrain et les issues des différents cols. Donc il va militariser en quelque sorte, notamment des chasseurs de chamois, pour les transformer donc en éclaireurs, on va dire, en guides à pied, qui vont donc avoir un rôle tout à fait important dans ce type de guerre particulier. Alors, dans l'armée des Alpes, Dumas est confronté aux Piémontais, bien entraîné aussi de l'autre côté, bien entraîné à ce type de guerre, et il réussit à reprendre 2 cols importants, le col du Saint-Bernard, du petit Saint-Bernard, pas du grand Saint-Bernard, et le col du Monceny. Alors, après cette série de victoires au printemps 1794, qui s'appelle la bataille des cols, Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire, donc, lance une proclamation: gloire aux vainqueurs du Monceny et du Mont-Saint-Bernard, gloire à l'invincible armée des Alpes et aux représentants qui l'ont gardée dans le chemin de la victoire. Nous n'entreprendrons pas, chers collègues, de vous peindre l'enthousiasme qu'ont produit ici les événements majeurs que vous nous annoncez. Nous nous en reposons sur vous avec la plus grande confiance et sur l'énergie et les talents du brave général Dumas. Donc il y a un ordre du jour, comme on dit, du comité de salut public qui distingue à ce moment-là Dumas. Alors il revient à Paris, peu de temps avant la chute de Robespierre. Il est à ce moment-là affecté à l'armée de l'Ouest, septembre 1794. L'armée de l'Ouest, c'est l'armée de Vendée. Alors, c'est pas une grande victoire, ça, c'est pas une promotion, c'est pas une récompense, c'est un peu une mise à l'écart. D'autant plus que cette armée de l'Ouest, il la trouve complètement désorganisée. Et il pense que c'est plus une milice de guerre civile, habituée au pillage et au viol, qu'une troupe régulière. Donc, son inclination pour la discipline militaire, en quelque sorte, est profondément révulsée par tout ce qu'il découvre à l'armée de l'Ouest. Il visite Nantes, Poitiers, La Rochelle, Tours, et il livre un constat accablant. Je cite: « Le mal est partout, surtout dans l'esprit d'indiscipline et de pillage qui règne à l'armée, un esprit produit par l'habitude et nourri par l'impunité. » Donc, en novembre 1994, il renonce et il rentre à Paris, considérant qu'il n'y a rien à faire. Là, Carnot, de qui il est très proche, va lui donner une place au bureau topographique du comité de salut public, et ça lui permet surtout de venir souvent à Villers-Cotterêts. Donc, il vient auprès de sa jeune femme qui a 2 filles, deux petites filles, et c'est là que, le 13 Vendémiaire en 4, c'est-à-dire septembre 1795, la Convention nationale ayant à affronter un soulèvement royaliste dans la capitale, va faire appel à Dumas pour réprimer le soulèvement du 13 Vendémiaire, qui menace la Convention. En route, il se met en route immédiatement, évidemment. En route, il y a un essieu du carrosse qui casse, donc il est obligé de s'arrêter pendant une nuit pour réparer la roue. Et entre-temps, comme le soulèvement devenait menaçant, on fait appel à Bonaparte. Barras fait appel à Bonaparte, et Bonaparte va donc prendre la place de Dumas, qui était celui qui aurait dû avoir un rôle important, parce que le fait de réprimer le soulèvement du 13 Vendémiaire sauve la Convention, sauve la République, et du même coup, ça donne, vous voyez, au pouvoir républicain, évidemment, un sabre dont il avait fortement besoin. Alors, ça, c'est un fait avéré. Là-dessus, évidemment, par la suite, on a brodé beaucoup pour dire « Oh là là, mais là, c'est le début de la mésentente entre les deux hommes, et donc le ressentiment. » Bon, on n'en sait rien. Toujours est-il que
manifestement, il y a un fait de concurrence qui a tourné incontestablement à ce moment-là au bénéfice du Corse. Donc, on lui donne à ce moment-là le commandement d'une division de l'armée du Rhin, et c'est là qu'il va rencontrer le général Kléber à l'armée du Rhin, qui véritablement, il y a une amitié importante qui se fait entre les deux hommes, qui va être durable. J'en reparlerai. Donc ils ont la même conception, les deux, de la fraternité des armes, considérant que les généraux de la République sont un peu au-dessus des autres citoyens, mais qui forment une collégialité. Ça forme une sorte de fraternité, qui sont un peu plus égaux que les autres, mais malgré tout qui sont égaux entre eux. Donc cet état d'esprit, Dumas le dit dans une lettre à Victor, nous sommes fiers de pouvoir nous considérer comme des camarades. Collégialité qui est importante et qu'on aura l'occasion de retrouver dans l'opposition à Bonaparte. Octobre 96, il est affecté à l'armée d'Italie. Là, on lui donne la tâche du siège de Mantoue, où sont les Autrichiens. Alors Mantoue, c'est la forteresse la plus méridionale, mais aussi la plus formidable de toute une ligne fortifiée qui va depuis l'Italie centrale jusqu'au Tyrol. Donc les Autrichiens sont à ce moment-là en retrait et ils sont assiégés dans Mantoue. Alexandre Dumas a été affecté au commandement des troupes qui font le siège de la forteresse, et là, deuxième fait d'armes important, il réussit à empêcher la jonction d'une colonne de cavalerie autrichienne avec les assiégés. Donc il va casser le siège, et effectivement, janvier 1997, c'est la bataille de la Favorite, et peu de temps après, Mantoue va se rendre, et les Français vont l'occuper. Alors, Tom Rice, par exemple, que je citais tout à l'heure, dit très justement, à Paris, Rivoli fut célébré comme la plus grande victoire de la campagne d'Italie. Mais cette bataille n'avait eu d'autre objectif que d'empêcher les renforts autrichiens de sauver l'armée enfermée dans Mantoue et de la renforcer. Et c'était Dumas, à la tête de sa modeste force, qui en avait scellé l'issue. Sur le plan militaire, c'est exact. Mais Dumas, on ne trouve rien dans la relation de la bataille qui est faite par Berthier. Berthier a réaménagé le récit de la bataille, par la suite, de la relation, comme on dit, pour mettre en valeur le fait d'armes de Rivoli et pour gommer ce qui avait été fait à Mantoue, à la Favorite. Alors Berthier, en voyant qu'il a refait l'histoire et qu'il a déplacé sur Rivoli la bataille décisive, cantonnant Dumas un poste d'observation, donc Dumas va rentrer dans une grande fureur et il va écrire la lettre suivante, je cite: « J'apprends que le Jean Foutre, chargé de vous faire un rapport sur la bataille du 27, c'est Berthier, m'a porté comme étant en observation, c'est-à-dire absent des combats pendant cette bataille. Alors, je ne lui souhaite pas de pareilles observations, attendu qu'il fera caca dans sa culotte. » Donc, la lettre de Dumas, évidemment, il s'adresse à Berthier, qui à ce moment-là, pour lui, est un égal, mais qui va devenir le futur ministre de la guerre. Et qui, étant quand même d'un naturel assez vindicatif, ne lui pardonnera jamais. Donc là, il y a manifestement quelque chose d'important. Donc à la suite de cette altercation, la division de Dumas est dissoute, et puis elle est intégrée dans celle de Masséna. Alors le fait qu'il perd sa division, c'est une disgrâce. Alors il va se récupérer au Tyrol. Voilà. Donc voilà à peu près l'allure qu'on lui donne à ce moment-là, au maximum un peu de sa gloire. Alors sauf que c'est une peinture d'Olivier Pichat, oui, une peinture qu'on retrouve souvent, et il faut faire attention aux illustrations, parce qu'en dehors de celle on y reviendra tout à l'heure, mais en dehors de celle-là, pardon,
que je vous montrais tout à l'heure, qui est vraiment d'époque. Et puis un autre tableau, qui est aussi reproduit partout, par exemple là, eh bien, c'est une peinture bien postérieure. Pichat, c'est un peintre d'histoire, 1823-1912, et il l'a réalisé entre 1893 et 1910 pour des raisons que j'ignore absolument. Pichat est un peintre d'histoire, plutôt bonapartiste, qui a donc fait toute une série de peintures de Bonaparte, plutôt antisémite aussi. Il a illustré la libre parole de Drummond, hein, à l'époque, ce qui marque quand même le bonhomme. Pour quelle raison a-t-il été faire ce portrait de Dumas? Voilà une question intéressante. Et je n'ai pas la réponse, mais c'est une des questions. Alors il faut faire attention quand on reproduit effectivement les illustrations, pour bien faire attention à l'époque à laquelle elle est réalisée, et puis dans quelle intention. Hein, ouais. Alors, donc, au Tyrol, il y a cet épisode-là, intéressant, voilà, qui est celui du pont de Clausen, mars 1797, où Dumas, ayant eu plusieurs chevaux, 2 ou 3 chevaux d'ailleurs tués sous lui, va tenir un pont qui faisait la jonction entre 2 morceaux de l'armée autrichienne, à ce moment-là, et donc va tenir quasiment tout seul, ça c'est avéré, hein, quasiment tout seul le pont, face à une colonne d'Autrichiens. Donc c'est un véritable fait d'armes qui va être célébré. Là, il va recevoir le titre de la part des Autrichiens de Schwarzteufel, c'est-à-dire le diable noir, et de la part des Français, Horatius Cocles du Tyrol. Horatius Cocles étant un héros de l'Antiquité qui avait également défendu un pont et sauvé la République. 23 mars 1997. Alors Bonaparte, lui, va saluer l'exploit. Le général Dumas, à la tête de la cavalerie, ayant eu 2 chevaux tués sous lui, a tenu en respect de sa propre main plusieurs cavaliers ennemis. Il a été blessé légèrement de 2 coups de sabre. Ce général a pendant plusieurs minutes arrêté seul sur un pont un escadron de cavalerie ennemie qui voulait passer et a donné le temps aux siens de le rejoindre. Donc un exploit tout à fait héroïque. Alors on va confier par la suite toutes les troupes à cheval des divisions du Tyrol à Dumas, et Dumas obtient un poste tout à fait honorifique de gouverneur de la région de Trévise. Alors après cet épisode, il revient à Villers-Cotterêts dans sa famille, et là on lui donne le commandement de la cavalerie, là aussi prestigieux, de l'expédition d'Égypte. Alors l'expédition d'Égypte, mai 1798, donc Dumas commande la cavalerie à ce moment-là pour cette expédition. Il est l'un des premiers entrés à Alexandrie. Sa grande taille et son teint brun, qui est à peu près de la nuance de celui des Arabes, des gens de la région, a fait une vive impression sur les habitants. Et Bonaparte, d'ailleurs, l'utilise en le mettant à l'avant-garde de l'armée, pour avoir la confiance des habitants. Alors, le médecin-chef Desgenette, qui est le médecin de l'expédition, a beaucoup parlé de Dumas dans ses mémoires. Et j'ai utilisé pas mal aussi les relations de Desgenette. Alors voilà ce qu'il dit à propos de l'arrivée de Dumas à Alexandrie. Les hommes de toutes les classes, je cite Desgenette, qui parmi les musulmans purent apercevoir le général Bonaparte, furent frappés de sa petite taille et de sa maigreur. Celui de nos généraux dont l'extérieur les frappa davantage, favorablement, fut celui du général en chef de la cavalerie, Thomas Dumas, homme de couleur et ressemblant par ses formes à un centaure. Quand ils le virent franchir à cheval les tranchées pour aller racheter les prisonniers, ils croyaient tous qu'il était le chef de l'expédition. Donc, il a beaucoup de prestige. Ensuite,
dans le désert, là, entre Alexandrie pour aller au Caire. Hop. Voilà. Là, c'est un véritable calvaire qu'ont connu les hommes épuisés par la chaleur, le manque de nourriture. Donc la marche dans le désert a été une véritable apocalypse. L'armée est au bord de la mutinerie à ce moment-là. Et Dumas va se heurter à Bonaparte, tout de suite. Lors de la terrible marche d'Alexandrie au Caire, les hommes meurent d'épuisement, de faim et de soif avec des températures de fournaise, 52-53 degrés. La marche forcée sur le Caire a été voulue par Bonaparte et plusieurs de ses généraux la réprouvent, dont Dumas, Lannes, Murat, Desaix et certainement Kléber, mais lui est resté à Alexandrie. C'était son ami le plus proche. Alors, ces généraux se concertent discrètement sous une tente, sous prétexte de partager des pastèques le soir. Les récriminations fusent. Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce pays maudit, qui a dévoré tous ceux qui ont voulu le conquérir? Est-ce que c'est pour fonder une colonie? Est-ce que le directoire les envoyait à leur perte dans ce désert pour se débarrasser du général en chef, Bonaparte? Ou bien est-ce que ce dernier est lui-même l'instigateur, ou tout le moins le complice de ce complot? Est-ce que Bonaparte veut se tailler une royauté en Orient, comme le faisaient les proconsuls romains? Mais les proconsuls romains avaient, eux, une cohorte d'affranchis et d'esclaves. Cette marche ne peut donc convenir à des patriotes et à des citoyens de 1792. Alors tous ces conciliabules, Bonaparte les apprend et il est furieux. Au lendemain de la bataille des Pyramides, Dumas ne cache pas les raisons de son mécontentement. Alors là, c'est le fils qui raconte, Alexandre. Ainsi, Dumas, lui dit-il, vous faites deux parts dans votre esprit. Vous mettez la France d'un côté et moi de l'autre. Vous croyez que je sépare mes intérêts des siens, ma fortune de la sienne. Dumas répond, je crois que les intérêts de la France doivent passer avant ceux d'un homme, si grand que soit cet homme. Je crois que la fortune d'une nation ne doit pas être soumise à celle d'un individu. Bonaparte, ainsi vous êtes prêt à vous séparer de moi. Dumas, oui, dès que je croirai voir que vous vous séparez de la France. Bonaparte, vous avez tort. Dumas, qui fera de moi Bonaparte. C'est possible, répondit mon père, mais je n'admets pas les dictatures, pas plus celle de Sylla que celle de César. Alors évidemment, ça a été retravaillé. Mais la nature du divorce entre le commandant en chef et plusieurs des membres de son état-major, donc, est avérée. Elle est profonde et durable. Donc, l'aversion, en plus, elle est corroborée par Desgenette, dont je parlais tout à l'heure, qui la rapporte aussi d'une autre façon, mais enfin, ça tourne autour de la même chose. Bonaparte demande à Desgenette ce qu'il pense de Dumas. Desgenette répond, il offre un mélange du naturel le plus doux et le plus aimable et de toute la férocité dont un soldat peut être capable. Alors Bonaparte évoque l'insoumission de Dumas, lui rapporte les propos séditieux, que je rappelais tout à l'heure. Puis il rappelle qu'il a menacé de le faire fusiller. Pendant qu'il brandissait ses menaces, Dumas reste calme et se tient dans une attitude respectueuse. Bonaparte ajoute, cela fait, je vous aurais fait juger par les grenadiers de l'armée et j'aurais couvert de propre votre mémoire. Alors Dumas fond en larmes. Bonaparte poursuit en vantant les faits d'armes de son général. Je me rappelais à propos ce beau fait d'armes où, comme Bayard, il arrêta seul et sabra à la tête d'un pont une colonne de cavalerie et je me sentis de suite apaisé. Alors, il conclut en disant que finalement, le mieux pour éviter que ça se gâte, ce serait que Dumas quitte l'Égypte. Et il dit, je cite, qu'il porte, d'après Desgenette, qu'il porte ailleurs est le délire de son républicanisme et ses fureurs passagères. Donc le désaccord entre les deux est avéré et porte nettement sur un désaccord politique. Ça, c'est important. Alors par la suite, Dumas va participer à la révolte du Caire, 21-22 octobre 1788. Alors la révolte du Caire, bon je ne l'ai pas. Il y a un beau tableau de Girodet sur la révolte du Caire, qui est un peintre. Girodet a peint en 1810.
Et on voit un grand gaillard qui se précipite dans la mosquée du Caire, El-Azhar, avec un sabre. C'est un très beau tableau. On peut peut-être essayer de le prendre. Je l'ai en document ailleurs, voilà, un peu pour vous montrer un petit peu la recomposition quand on a affaire à des documents iconographiques. Alors, bon, la composition est intéressante, sauf que le grand gaillard en question, c'est un hussard, il est blond et il est à pied. On sait, parce qu'il y a plusieurs témoins, que Dumas, quand il fallait réprimer, il y allait sans problème. Hein. Il est entré dans la mosquée du Caire, où étaient réfugiés les derniers insurgés, à cheval, et effectivement sabre au clair. Donc ça avait quand même marqué fortement les esprits. L'épisode est relaté donc dans Al-Jabarti et dans les mémoires du général Thiébaut. C'est quel où, alors on va essayer comme ça. C'est où voilà, je crois que là ça devra aller. Hein. Si on arrive à l'ouvrir. Ouais, si on arrive à l'ouvrir. Sinon c'est pas grave, hein, c'était pour montrer un petit peu. Bon, ça ouvre pas, c'est pas très important. Je vais en profiter pour boire un petit peu. Merci, ça va aller. Donc, le rôle de Dumas dans la répression de la révolte est attesté donc, par plusieurs sources. Alors, Claude Ribes, dans son ouvrage, il expédie cet épisode, absolument capital, en une demi-phrase, qui est un modèle d'écriture contrefactuelle. Alors, il veut faire entendre que Dumas est un fervent anticolonialiste. Alors, la répression de la révolte du Caire, ça ne cadre pas. Donc, il évacue le problème. Et puis, il dit, même s'il ne participe pas à la répression de la révolte du Caire, mais il n'en dit pas plus, et il renvoie en note, et il dit que Dumas s'était forcé de jouer un rôle de modérateur. Alors, le modérateur, je vous dis... lui, incontestablement, ça a été quelqu'un qui a réprimé sans aucun état d'âme, justement, ce soulèvement qui est un soulèvement religieux, nature religieuse. Donc, là-dessus, vous voyez comment on peut travestir un petit peu. Alors, deux fois travestir. D'une part, dans les récits actuels, on veut faire croire que parce qu'il est noir, il ne peut pas être autre chose qu'anticolonialiste. Hein. Et la deuxième chose, également on travestit, c'est à l'époque, on a complètement gommé Dumas pour le remplacer par ce hussard blond, délibérément. Donc là aussi, c'est un élément d'écriture par l'image, mais complètement contrefactuel. Alors, donc il rentre en France. Alors d'après son fils, donc... il y aurait eu conciliabule entre Dumas et Kléber avant de partir, et tous les deux seraient trouvés d'accord. Dumas dit à Kléber, tu ne sais pas ce que nous allons faire là-bas. Kléber répond, nous allons faire une colonie. Dumas répond, non, nous allons faire une royauté. Vous voyez, il y a manifestement là-dessus aussi, de façon ramassée, un petit peu là où était le désaccord. Donc il rentre en France, Dumas, il quitte Alexandrie 7 mars 1799 avec un géologue, Delomieux, et un ancien compatriote, Manscourt, du Rosoy, qui avait participé au siège de Mantoue. Donc ils accostent à Tarente, je vous passe les épisodes un peu de la traversée, et là il est fait prisonnier de guerre par les Napolitains. Alors les Napolitains qu'il va trouver, c'est en réalité des sanfédistes, une armée contre-révolutionnaire, sanfédiste ça veut dire de la Sainte Foi, des contre-révolutionnaires qui étaient soutenus par les Anglais et qui menaient une lutte sanglante contre la République napolitaine, alliée des Français. Donc en accostant à Tarente, en toute bonne foi, Dumas avait cru être dans un pays ami et va se retrouver aux mains
des bandes du cardinal Ruffo, donc, qui était le chef des sanfédistes, et qui était particulièrement sanguinaire. Hein. Les juifs, les républicains, les libéraux avaient été entièrement massacrés dans la ville. Les sanfédistes, au dire même d'un officier bourbonien, n'étaient que des assassins et des voleurs motivés par la perspective du pillage, de la vengeance et du meurtre. Dumas va rester en leurs mains pendant un peu plus de presque 2 ans, 17 mars 1799, 5 avril 1801, dans un cachot très humide de la forteresse de Tarente. Alors ils ont cherché à se débarrasser de Dumas en l'affamant, mais il faut voir le colosse. Hein. Donc en tentant de l'empoisonner par 2 fois. Il affirma par la suite avoir réussi à s'en sortir quand il va faire la relation. Alors qu'on trouve dans Claude Rime, la relation de sa détention, Claude Rime l'a mis en annexe de son ouvrage. Alors il affirme avoir réussi à s'en sortir grâce à un traitement fait de cuillerées d'huile d'olive additionnées de citron et de lavements fréquents jusqu'à 40 lavements en moins de 3 heures. Ça devait affaiblir aussi l'organisme. Mais ça a peut-être sauvé. Les républicains de Tarente, clandestinement disséminés dans la ville, et qui étaient très au fait des tentatives criminelles du gouverneur, vont lui faire parvenir du quinquina et du chocolat, ce qui l'aura sans doute sauvé. Donc, une autre fois, ils ont cherché à l'assassiner en envoyant dans sa cellule une 50aine de sbires armés de sabres et de poignards, qui étaient venus soi-disant pour l'escorter. Alors Dumas a refusé de les suivre et leur a tenu tête physiquement avec sa canne. Alors, après cette captivité, j'insiste, particulièrement difficile, il va être échangé après la bataille de Marengo, qui va ramener Bonaparte en Italie, et il y a un échange de prisonniers entre la France et le royaume de Naples, par suite d'un accord qui impose une présence militaire permanente des Français dans les forteresses donc, du royaume de Naples. Dumas est libéré, mais il est très diminué physiquement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, mais on voit en particulier, là, sur ce portrait, qu'il a quasiment perdu l'usage d'un œil, son œil droit. Il est estropié de la jambe droite, il est sourd d'une oreille, il est paralysé de la joue gauche, l'œil droit est pratiquement perdu, et à la suite des tentatives d'empoisonnement, il a un ulcère à l'estomac qui va dégénérer en cancer et qui va l'emporter au bout de quelques années plus tard. Alors voilà un beau portrait de Dumas, qui est un portrait anonyme. J'aimerais bien savoir qui l'a fait, parce que c'est l'un des rares qu'on ait. Sur le plan du paysage, c'est un portrait dit à l'anglaise. On le voit en costume de chasseur, à Villers-Cotterêts. Et donc, on retrouve aussi le goût des costumes, des beaux costumes, etc., etc. Il a été fait peu de temps avant sa mort. Et en dehors du petit médaillon que je vous ai montré tout à l'heure et ce portrait-là, c'est tout ce qu'on a comme trace. Et celui-là est anonyme. Alors, Ribes, j'ai cherché comme il le met en tête de son ouvrage, je me suis dit, moi j'ai trouvé ce portrait là dans la collection peu importe, de la collection du docteur Chatillon, qui est à la Guadeloupe, hein, et actuellement au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Alors dans mon bouquin, comme je suis très honnête, je l'ai mis. Bon, Claude Ribes sort son bouquin 2 ans plus tard avec, j'ai rien contre Claude Ribes, je ne le connais pas, hein, mais voilà. Donc il sort son bouquin 2 ans plus tard, la tête du bouquin, enfin l'entête, c'est ce portrait. Donc je me suis dit, génial, il a dû trouver l'origine. Il ne met même pas la provenance, ni que il ne met rien. Il n'y a pas du tout, vous regarderez le bouquin, il n'y a rien, ce qui est quand même étonnant. Un bouquin, on dit toujours couverture, illustration de couverture et la référence. Il n'y a rien. Voilà. Et on en est toujours là. Toujours là, on ne sait pas d'où ça vient. Roberto Wilson, mais il écrivait en 1977, il dit, là c'était, il dit quand même,
peintre inconnu, et association des amis d'Alexandre Dumas à Marly. Non, le portrait n'est pas à Marly, il est au musée d'Aquitaine à Bordeaux. Voilà. Mais le peintre est effectivement inconnu. Et je répète, c'est un beau tableau. Et en plus très réaliste parce qu'il montre véritablement à la fois la belle prestance qu'il continuait d'avoir, mais malgré tout l'état de délabrement un petit peu de sa santé. Alors il a été accueilli par le général Brune, qui est un autre de ses amis, et qui est le parrain du dernier de ses enfants, 1802, qui va être le romancier. Alors, il est victime il est mis à la retraite le 13 septembre 1802, comme des centaines d'officiers d'ailleurs, après la paix d'Amiens. Et moi je pense que son état physique, là, quand on regarde l'état physique, il était difficile de réemployer malgré tout dans une armée active quelqu'un qui était aussi diminué physiquement. Mais pour Rive encore lui, et pour beaucoup d'autres aussi, ce qui a compté plus dans cette réforme, c'est le fait que c'était un noir, donc un homme de couleur. Alors il est vrai à l'époque qu'il y a une persécution importante, il y a une législation ségrégationniste qui est remise en place après le rétablissement de l'esclavage, et notamment le fait que les hommes de couleur, surtout les officiers, ne devaient pas résider, ils devaient résider le plus loin possible de Paris. Soit sur la Côte d'Azur, soit le mieux c'était en Corse, très très loin. Et Dumas a obtenu une dérogation à cette disposition. Alors il ne va pas cesser de réclamer un commandement actif pour sauver son honneur et rétablir dans sa dignité. Mais là, moi je pense qu'on ne lui a pas accordé, pas un commandement actif pour les raisons que je vous dis, mais on aurait pu le placer dans une garnison, ce qui lui donnait dans une citadelle, hein, à la tête d'une compagnie d'invalides. Là, je crois que la rancune, moi, à mon avis, la rancune de Berthier a été plus importante, sachant le personnage, à quel point il pouvait être rancunier. La rancune va être sûrement plus importante que la haine de Bonaparte. Malgré ces réclamations, il ne touche pas 28 500 francs d'arriérés de solde pour ses années de captivité, ni les 500 000 francs qui auraient dû lui revenir au moment de sa libération, d'indemnité versée par le gouvernement napolitain. Il ne l'a jamais reçu. Alors cependant, quoi qu'en dise son fils, ce n'est pas la misère. Il continue à résider à Villers-Cotterêts, vous voyez le château, enfin là où il y a le musée, c'est là où il y a la maison Dumas. Bon, c'est pas une masure, hein. Le fils d'ailleurs dit dans ses lettres, plus que dans ses mémoires, qu'il était très heureux dans ce parc et dans cette maison, hein. Alors, il touche une retraite, alors il ne touche pas l'arriéré de sol, mais il touche une retraite de général de division. Environ 4 000 francs par an. Alors, ce n'est pas la richesse, mais le seuil où on était en dessous, en quelque sorte, on était un peu dans l'indigence, c'était 3 000 francs. Lui est légèrement au-dessus. Alors, ce n'est pas non plus l'aisance, hein, mais ce n'est pas non plus la misère. Alors, par contre, quand il est mort, donc assez brutalement, emporté par un cancer, donc en 26 février 1806, le gouvernement, c'est là où il y a tout effectivement un acharnement, le gouvernement va retirer à la veuve la pension en question. Et qui fait que Marie-Louise va être obligée d'abandonner la résidence familiale et de prendre une épicerie, bureau de tabac dans le bourg. Alors, malgré ses sollicitations, il n'y a plus de commandement, il a des brouilles successives avec Berthier Bonaparte, ses opinions républicaines ont compté beaucoup dans le refus donc, de le remettre en service. Alors, il meurt le 26 février 1806, d'après les mémoires de son fils, à 10 h du soir, sentant que la mort approchait, il demanda l'abbé Grégoire, un abolitionniste résolu. Là, malgré tout, on a un témoignage que, quand même, il restait attaché aussi
sa condition d'origine est à Saint-Domingue. Alors, c'est significatif, mais je ne peux pas en dire plus. Thomas Hess a retrouvé donc dans les traces du général Dumas, homme de couleur, il a retrouvé dans les manuscrits de la BNF un article qui date du Directoire, 4 Germinal en 5. Et voilà ce que dit cet article. C'est sans aucune distinction d'individus, de place, de grade que l'histoire des républiques consacre à la postérité le souvenir des belles actions. Si son burin fidèle, en retraçant les annales d'un grand peuple, doit couvrir d'une gloire immortelle un héros, un homme vertueux, elle n'est point arrêtée par la considération s'il est né en Europe ou sous le ciel brûlant de l'Afrique, s'il a le visage de couleur bronzée ou approchant de l'ébène. Les traits de courage d'un nègre sont aussi dignes d'admiration que ceux d'un habitant de l'Ancien Monde. D'ailleurs, qui a plus de droit à l'estime générale que l'homme de couleur combattant en faveur de la liberté, après avoir éprouvé toutes les horreurs de l'esclavage. Pour égaler les plus fameux guerriers, il lui suffit de se rappeler tous les maux qu'il a souffert. Plus loin, l'auteur rappelle que Dumas est l'un des plus beaux hommes qu'on puisse voir. Sa physionomie intéressante est accompagnée d'un air doux et gracieux. Ses cheveux crépus rappellent la chevelure des Grecs et des Romains. Alors, je vois dans ce témoignage le fait qu'à l'époque, là aussi, contrairement à une opinion, la perception du noir n'est pas du tout négative, pas du tout une perception raciste, hein, loin de là. Ce qu'on met en avant, c'est à la fois le rappel de l'Antiquité, l'héroïsme, etc., et les traits de bravoure, hein, qui sont ce qui est le plus important. Le nom du général Dumas, alors autre trace, le nom du général Dumas est inscrit au côté sud de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, avec 2 autres de ses compagnons d'armes, Espagne et Beaumont. En 1890, la République a fait ériger une statue du général Place Malesherbes, qui s'est appelée aussi Place des Trois Dumas, et qui est aujourd'hui la place du général Catroux, hein, par le sculpteur Alphonse de Moncel. Cette statue fut détruite par les nazis au cours de l'hiver 1942, comme des centaines d'autres. Mais évidemment, ils ont dû quand même plus, notamment celle de Kléber aussi à Strasbourg. Alors vous voyez, l'ironie de l'histoire, c'est qu'ils vont se retrouver à la fonte, les 2 compagnons d'armes tous les deux. Mais les nazis s'étaient particulièrement acharnés, évidemment, sur une statue comme celle de Dumas, ou de Condorcet aussi d'ailleurs, donc des abolitionnistes malgré tout. Alors la statue n'a jamais été reconstruite. À la place, il y a aujourd'hui une sorte de sculpture qui représente des fers, enfin une sculpture un peu conventionnelle faite par un sculpteur africain qui représente 2 fers brisés. Hein, voilà. L'allusion à l'esclavage. D'après ce que j'ai dit, moi ça me semble un petit peu décalé par rapport à ce qu'était véritablement le général Dumas. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce personnage. Vous posez une question. Oui. Bon, c'est une lecture, je ne suis pas absolument certain, mais enfin, dans le sacre de Napoléon, il paraît qu'il y avait Dumas et que Napoléon aurait fait effacer. Ça c'est faux. C'est exact ça ou non? Non, c'est faux. Le sacre donc à Paris, ce serait la peinture de David, et oui. Ce serait en décembre, le 2 décembre 1804. Or à ce moment-là, d'une part, il fallait avoir l'autorisation de venir à Paris. Je rappelle quand même la législation par rapport aux hommes de couleur, hein, c'était absolument. Et que Dumas donc, puisse venir, le public n'était pas autorisé dans le cathédrale. Donc il faudrait supposer qu'il y ait une habitation particulière pour un général qui n'était absolument plus en activité, voire qui était en disgrâce. Et donc par ailleurs, la présence à Villers-Cotterêts est à peu près avérée de façon continue entre les deux. Donc il serait venu comment? De façon clandestine, il aurait pénétré comment? Moi je n'y crois absolument pas. Vous avez entendu peut-être cette Oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça, oui. C'est faux. Je ne sais pas si vous avez vu comme je suis prudent, parce que je pense actuellement qu'il n'y a rien qui l'atteste.
Mais enfin, il y a d'autres éléments. Par exemple, Napoléon aurait été le parrain de son fils, etc. C'est faux, c'est Brune, hein, c'est évident. Et Brune, en plus, très prudent, voulait manifester quand même, il l'a dit à plusieurs reprises, il y a des lettres, voulait manifester sa sympathie à Dumas, etc., etc. Mais il a dit, tu sais, moi je ne pourrais pas venir donc la cérémonie de parrainage, ok, mais je ne pourrais pas être physiquement présent, c'est pas possible. Donc effectivement, c'est Brune le parrain, mais il n'était pas là. Bon, voilà un autre élément. Alors, donc on est en 1802 là. Vous voyez ce qu'il faudrait faire comme cheminement entre 1802 et 1804 pour donc là-dessus, moi j'y crois pas non plus. Enfin, il y a plein de choses comme ça pour lesquelles, mais on peut m'apporter des choses. Hein, depuis, je vous dis, j'ai vraiment creusé beaucoup, et c'est devant le peu de traces qu'il y avait que je me suis résolu à dire non, c'est pas possible d'établir. Il y a trop peu de choses pour faire une biographie. Tout ce que je vous donne, c'est là-dedans. Je l'ai là-dedans. Dans ce qu'il y a, un peu, voilà, suivre la carrière pas à pas. Alors on peut s'écarter très bien, on peut s'écarter, ou bien le faire parler, le faire dire, c'est-à-dire le faire méditer. Il y a un autre élément aussi, on lui aurait donné, alors que ça, il me semble que c'est Rick qui en parle aussi, on lui aurait proposé, donc 1802, c'est impossible, mais le ministre de la Marine l'aurait appelé, il n'y a aucune lettre, mais le ministre de la Marine l'aurait appelé, pas au téléphone, hein, bon, mais pour lui dire de participer à l'expédition de Saint-Domingue. Bon, et là-dessus, je crois que c'est Ribes aussi qui le dit, il aurait dit non, moi jamais, tout ça. D'abord, l'expédition de Saint-Domingue, il y a beaucoup d'hommes de couleur qui ont participé à ce moment-là, et quand elle est partie, on ne savait pas du tout les raisons pour lesquelles on allait. Il y avait des tas de gens comme Bellet, comme Rigaud, etc., qui sont partis de tout d'un franc en pensant que c'était uniquement une sorte de marque de restauration de la présence française, qu'il n'y avait pas d'autre. Donc on ne savait pas du tout. Et pourquoi Dumas aurait-il été pressenti, sinon, et c'est là où ça me paraît suspect, sinon par le fait justement qu'il fallait un homme de couleur pour amener la confiance. Alors pourquoi Dumas? Est-ce qu'il aurait... Alors je vous dis, c'est pareil, on peut trouver un élément dans un moment, on trouve une archive, on en trouve toujours sur des marchés particuliers, puis hop, c'est la lettre de Cresse qui propose à Dumas de partir. Ouais, c'est possible. C'est pour ça que je suis prudent, c'est possible. Mais jusqu'à maintenant, rien ne l'atteste. Rien ne l'atteste. Mais du fait qu'il est d'origine domingoise, etc., on va supposer qu'il aurait pu, oui, il aurait pu devenir l'amant de Pauline aussi, Bonaparte. Alors là, il y a plein de trucs qui... Le général Leclerc habitait à Montgobert. Le général Leclerc habitait à Montgobert. Il a rencontré Pauline plusieurs fois, il y est allé. Voilà, Montgobert. Et il y est allé, et donc, bon, voilà. Alors maintenant, voilà. À partir de là, effectivement, on peut construire un roman, mais rien ne l'atteste. Oui. C'est difficile. Quel est le rapport avec le domaine de la pailletterie à côté de Montargis? À côté de Montargis, il n'y a aucun rapport, non. Parce que, alors, la famille de Davy, il y a deux branches. Il y a une branche normande dont j'ai parlé, qui était la branche du général, et l'autre branche est dans la Champagne, du côté de Vertus. Donc, Montargis, non, je crois. Il n'y a pas de... Non, mais la pailletterie, c'est un nom qui est commun à l'époque. Hein. C'est quelque chose, ça veut dire simplement la pailletterie qui avait un haras. Donc, est-ce que le général a hérité des biens de son père en Normandie? Pas du tout.
Pas du tout, il a tout vendu. Hein. Quand Alexandre Antoine, il a laissé, je crois qu'aujourd'hui il y a encore le château. Alors il a laissé, il a vendu, et le comte de Maulde a racheté après, donc le domaine. Et puis les autres biens, c'est-à-dire les seigneuries diverses qu'il avait, elles ont été vendues et par la suite elles ont été déclarées biens nationaux. Et donc c'est parti, ça a été dispersé, ça a été loti. Enfin, il a rien eu du côté normand. Tout ce qu'il a eu, alors le château et tout ça, c'est par Labouré. Par Claude Labouré, par le... Alors, il y a les problèmes, donc dans les... Oui, alors voilà, ça c'est important. Comme autre témoignage, il y a toutes les archives notariales. Alors, dans les archives notariales en particulier, il y a les domaines, c'est comme ça qu'on le sait, à Saint-Domingue. Alors, c'est comme ça qu'on sait qu'ils ont été séquestrés, mais c'est comme ça qu'il y a aussi un mystère, parce qu'en 1786, quand il s'engage, il va devant un notaire, et puis voilà, il déclare. Alors, c'est là qu'il est comment on dit, doté par son père. Et parmi la dotation, il y a ses 7 et ses enfants. Alors Dumas dit qu'elle est morte en 1772. Alors qu'après, donc comme il avait reçu ça en héritage, quand il va se marier, il se marie en décembre 1792. Donc il faut qu'il repasse devant un notaire. Et là, devant un notaire, donc il déclare ses biens. Il déclare ce qu'il a à Saint-Domingue, et là, il dit à Saint-Domingue qu'il a effectivement donc sa mère et ses frères. Donc elle est toujours vivante. Alors il y a une énigme, pourquoi il a dit alors qu'elle est toujours vivante. Et donc, si elle est toujours vivante, on part à la trace. Qu'est-ce qu'elle est devenue? On s'aperçoit qu'elle a fait une... enfin, elle était un peu propriétaire, comme ça, bien que esclave, mais de lointaine... marque, elle était quasiment libre de fait, comme on dit. Et puis après, il y a l'abolition de l'esclavage. Donc ces 7 se retrouvent à la tête d'une habitation qu'elle a fait prospérer, d'ailleurs, qui est pas mal. Et après, elle loge des militaires dans le cadre. Donc effectivement, le bâtiment est toujours là. Et puis elle disparaît au moment de l'indépendance. Alors là, effectivement, elle... dans les différentes luttes, enfin dans les différentes guerres qu'il y a eu à ce moment-là, c'est vrai qu'elle a dû avoir un sort un peu tragique, mais tardivement, alors que son fils a fait mourir en 1772. Nous avons donné récemment à Villers-Cotterêts le nom du général Dumas. Ouais, c'est une bonne chose. Une future avenue qui n'est pas en construction depuis un moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de places, de rues, d'avenues, etc. en France qui portent son nom? Alors, en dehors de Villers-Cotterêts, j'en vois pas. Alors, il y a le fils, hein, évidemment, mais c'est pas... Ça, le fils, on est servi. Oui, voilà, c'est le Panthéon aussi. Hein, voilà. Mais en dehors de ça, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas à Paris, en tout cas. Oui. Il n'y en a pas à Paris. Alors, où est-ce qu'il pourrait... Villers-Cotterêts, vous venez de le dire. Il y a Haïti. Haïti qui entretient beaucoup de souvenirs. Hein. Donc à Jérémy, il y a une place Dumas, je crois, en pensant au général. En dehors de ça, j'en vois pas. Mais c'est pareil, hein, mais il suffit de chercher sur Internet pour voir s'il y en a. Mais la plupart du temps, vous allez tomber sur le romancier, hein, même pas l'homme de théâtre, hein, le romancier, la plupart du temps, c'est à lui que c'est référé. Pas le petit-fils. Il
le fils. Ouais. Alors, si j'ai pris un peu, je sais que Claude Ribes, il a une association qu'ils appellent les Amis d'Alexandre Dumas, oui, enfin du général, quoi. On pense à lui. Bon, c'est une bonne chose, hein, voilà, mais simplement, il faut pas tordre l'histoire, quoi, parce que Ribes est absolument complètement habité par le problème de l'identité et donc du fait que Dumas soit un mulâtre, ça conditionne absolument toute son existence et toutes ses actions. C'est précisément quelque chose contre lequel je m'élève radicalement, tout en étant très nuancé, parce que c'est vrai qu'il avait une sensibilité par rapport à ses origines domingoises, on a des traces, mais de là à dire que ça va conditionner tout son... à tel point qu'il va déceler chez Bonaparte en 1793, dès qu'il le voit, il décèle un raciste, quoi. Mais c'est faux, c'est complètement... c'est faux. Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors Joséphine, vous regarderez ça aussi, parce que paraît-il que c'est elle, ce qui est aussi complètement faux, qui aurait poussé Bonaparte à rétablir l'esclavage. C'est complètement faux. Hein, ça lui accordait beaucoup trop d'importance et beaucoup trop d'influence. Dans l'entourage de Joséphine, il y avait Castin qui était un homme de couleur. Enfin bon, il y a tout un tas de choses qui ne marchent pas. Mais Ribes dit, ah ben oui, mais alors Joséphine c'était une royaliste et une contre-révolutionnaire absolue. Donc dès qu'il l'a vu, Dumas s'en est méfié et tout. Non. D'autant plus que c'est très très bien méconnaître la façon dont ça fonctionnait sous le Directoire, parce que sous le Directoire, quelqu'un qui était originaire en particulier des colonies, enfin des Antilles on va dire, n'aurait pas, parce qu'ils étaient blancs d'un côté, noirs de l'autre, etc., c'était pas du tout ça qui déterminait les relations. Au contraire, le fait d'être originaire d'un même lieu allait au contraire rapprocher les gens à l'époque. Donc c'était ce qu'on appelle le sentiment créole. Et oui. Claude Ribes affirme que pour punir Villers-Cotterêts d'avoir abrité le général Dumas, Bonaparte a transformé le château en dépôt de mendicité. Ah oui, c'est faux ça. Oui, voilà aussi c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourtant c'est le bruit qui court depuis toujours. Le château qui appartenait aux Orléans. Oui. Oui, ben, il a été transformé effectivement sous la Révolution en peut-être dépôt de mendicité, c'est possible, oui. Mais, ou en hôpital, ou je ne sais plus, mais ça c'est vrai. Mais sous la Révolution, premièrement, donc voilà, et deuxièmement, c'est pas avec une volonté punitive. Combien y a-t-il de biens vacants, ce qu'on appelait des biens vacants, qui à l'époque ont reçu ce type d'affectation? Énormément, y compris les églises. Les églises qui étaient des biens vacants transformées en magasins de fourrage, en écuries, des choses comme ça. Ben voilà. Donc en plus, c'était Philippe d'Orléans qui avait ce château. Donc il n'y avait pas de raison en 1793 de le ménager particulièrement. En 94, je ne sais plus, mais Bonaparte n'a rien à voir là-dedans et pas de volonté punitive. Donc le fait qui est avéré, c'est le dépôt de mendicité, oui. Mais l'attention prêtée à Bonaparte, quand il était prisonnier des Napolitains, parmi tout ce qu'on lui a fait subir, mais c'est terrible hein, quand même, d'après ce qu'il raconte, c'est quand même assez... Et il y a eu 2 Corses qui sont venus, Bocciampe et Cesare de Rocasera, donc 2 Corses qui étaient des aventuriers, qui s'étaient mis au service des centralistes. Alors c'est vrai qu'ils vont, c'est des types un peu bizarres qui vont tourner autour du cachot de Dumas. Bon. Alors Ribes, qui les repère, dit « Oh, des Corses !» Ah, mais mais Bonaparte en parle dans une de ses lettres. Donc, c'est des agents secrets de Napoléon qui étaient venus. C'est une véritable parano, quoi.
complètement, parce que ces deux Corses-là sont avérés par ailleurs comme étant des aventuriers, voire des assassins ou des chefs de bande, hein, qui s'étaient mis au service des Saint-Pénis pour faire des mauvais coups. Voilà. Donc Ribes en fait des agents secrets de Napoléon qui aurait cherché à liquider le... Tout comme il dit à un moment... C'est compliqué d'être historien. Non, c'est pas compliqué. Ce serait certainement plus facile d'écrire des romans. Oui, ben voilà, je pourrais... ça aurait été plus facile. Mais je m'y refuse. Hein, c'est pas... Enfin, je veux dire que la pente est assez difficile parce que en même temps il y a un plaisir d'écriture. Hein, je veux dire que bon, à la fois quand on trouve des traces, hein, des archives, et en même temps quand c'est aussi aventureux que Dumas parce que c'est quand même passionnant. Hein, je veux dire que bon, c'est très, il y a l'imagination qui marche. Alors on a envie quand même de dire ben voilà. Donc on a envie de faire des connexions, donc on a par ailleurs une connaissance du contexte, donc on a envie de faire des connexions pour le plaisir entre ce qui aurait pu être, et puis bon, incontestablement, l'historien par exemple doit être complètement neutre, voilà. J'ai jamais été neutre par rapport à un personnage comme Dumas, parce qu'il m'a toujours été éminemment sympathique, alors je ne sais pas pourquoi, mais... dans son dossier, les quelques lettres que j'ai de lui, bon, c'est un type qui est vraiment très franc, quoi. Voilà, qui est franc. Et c'est pas toujours le cas. Et donc, dans ses lettres, il émane une sorte de bravache et en même temps de franchise qui fait que le gars, il m'est sympathique. Voilà. Donc, à partir de là, bah, c'est vrai que j'aurais pu dire, bon, bah, en avant, quoi, une identification. Qui fait que on peut broder, puis se mettre facilement à sa place. Alors voilà, c'est là où il faut dire oh, là, stop, parce que d'une part, l'époque n'est pas la même, donc les sentiments qu'on va lui prêter, finalement, c'est pas un militant antiraciste, hein, Dumas. Donc c'est pas la peine de le transformer en... hein. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il y a le fait... Voilà, on revient incontestablement à l'archive. Est-ce que l'archive existe? Et si elle existe, sur quoi on peut se fonder à l'intérieur de l'interprétation pour... Et c'est tout. Et c'est tout. Et ce que je vous ai donné, c'est ça. Et même pour les représentations, on en a très peu. Très très peu. Donc là aussi, c'est une interrogation. Alors les témoignages sur le physique, oui, on en a quelques-unes que je vous ai lues. Donc, incontestablement, c'est un bel homme. Voilà. Ce qui ajoute aussi à la sympathie, bien sûr. Merci beaucoup. C'est moi. Bon, On rentre bien. alors, t'as pas été trop énervé, Je ne suis pas un défenseur de pop. Non, non. Non, mais ça allait. Moi, je n'ai rien à foutre. Toi aussi, il y aurait moyen de trouver, à mon avis. Oui, il y aurait moyen de Faire Est-ce que Mme Charnier a eu son... On ne peut pas faire le J'ai commencé à passer dans les boîtes aux lettres. Elle s'est permis l'histoire de... Alors,
C'est une bonne idée. Ah bon, bah, je vous remercie. Non, les entreprises. Je signe mon Mais comme j'avais ça c'est quoi ça alors. Allez, pardon. Excusez-moi. Voilà, bah, c'est gentil de faire le C'est la première fois que je viens. Ah bah parfait, merci. Merci. Est-ce que vous avez votre adresse électronique? Alors, je peux écrire derrière? Ouais, derrière. C'est 25, hein, c'est ça? C'est 20 euros. 20 euros. On m'a dit 25. Ah non, c'est 20, c'est 20. Bah, moi j'ai demandé à côté de moi, on m'a dit 25. Non, c'est 20. J'ai même marqué que c'est 20 depuis 20 ans. Depuis 2001. Mais oui, mais Non, presque 20 ans. mais je ne sais pas, j'ai aucun renseignement, hein, je suis venue comme ça. Hein. Et alors dans un mois, on aura la suite de la poche de Dunkerque en plus. Oui, oui. C'est amusant parce qu'on vient d'avoir 2 heures là, sur la poche de Dunkerque, et puis dans un mois pile, si on continuera. Bon, bah, je vais l'effacer. Et là, c'est la poche de Dunkerque et puis du côté militaire. Non, c'est de l'autre côté, c'est les Allemands qui sont assaillis. Oui. Ah oui. C'est vu par les stratégies militaires. Oui. Alors qu'il nous a fait la poche de Dunkerque, Oui, mais vu de c'était l'intérieur. intéressant, j'avais bien aimé. Là, c'était un peu plus dur. Alors, on est le 8, hein, c'est ça. Bon week-end Bon, merci. et à la prochaine. Merci.